Bonjour à tous. Donc, vous êtes dans la session New Space. Et la question qui nous est posée, et qui vous est posée, parce que vous êtes tous acteurs, c'est quels sont réellement les impacts concrets, donc j'insiste sur réellement et concret, des mesures annoncées pour les startups. Voilà. Donc c'est la question qui nous est posée et on va essayer pendant ces 50 minutes de répondre à cette question. Donc pour cela, ils sont 5. 2 institutions, donc Jean-Baptiste qui vient de la DGA, Géraldine de l'Agence spatiale européenne, et puis on a 3 startups, David, voilà que j'ai oublié ton nom, Louis, et Clément. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de répondre à cette question en 50 minutes. Et donc pour ça, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va d'abord parler des mesures annoncées par les institutions. Et on commencera par la France. Et c'est Jean-Baptiste qui s'exprimera. Ensuite par l'Europe. Et c'est Géraldine qui s'exprimera. Donc, d'ailleurs, plus que les mesures annoncées, j'espère que les institutions annonceront les mesures prises, parce que les mesures annoncées, ça fait plutôt programme électoral, on n'en est pas là. Donc, quelles sont les mesures qui ont été prises, et éventuellement celles qui ont été annoncées, donc par les institutions. Et puis, ensuite, les startups diront quels sont les impacts concrets pour elles de ces mesures. Donc ça, c'est la première partie où chacun s'exprimera. Je leur ai donné 4 minutes. Je vais surveiller le temps. D'ailleurs, moi, je ne sers qu'à ça. Je mesure le temps. D'ailleurs, vous avez pu voir, c'est moi qui fais le pont entre les institutions auxquelles j'ai beaucoup contribué et puis les startups auxquelles j'essaie de contribuer aujourd'hui. Donc moi je ne contrôlerai que le temps, mais ça c'est la première partie. Chacun s'exprimera pendant 4 minutes sur ce que je viens de dire, et puis ensuite on organisera un échange d'abord entre les 5 intervenants sur la suite, c'est-à-dire le futur, quelles sont les échéances à venir, et puis quelles sont les attentes des startups sur ces échéances. Donc ça sera la partie échange entre les intervenants, et puis ensuite on aura un échange avec vous, puisqu'il n'y a aucune raison que vous ne soyez que spectateurs. Et donc, on espère que vous allez participer à cette session activement. Voilà. Et s'il nous reste un peu de temps, on essaiera de traiter une question qui n'est pas dans la question de la session, mais qui peut être intéressante, c'est quelle est l'originalité du modèle européen par rapport au modèle américain ? Parce qu'on entend beaucoup parler du New Space aux États-Unis, et si on a le temps, on débattra de l'originalité du modèle européen. Mais ça, c'est uniquement si on a le temps, parce que ça ne fait pas partie de la question de la session. Voilà. Ceci étant dit, donc maintenant, moi, je me tais pour les 50 minutes qui viennent, et je passe la parole à Jean-Baptiste. Oui, merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Alors rapidement, peut-être en tant que représentant du ministère des Armées aujourd'hui, je vais commencer par décrire un peu finalement quel est le rapport au New Space aujourd'hui du ministère des Armées et ce qui a été annoncé il y a déjà près de 3 ans, notamment dans la stratégie spatiale de défense. Il y a un passage que je vais citer de tête, mais qui, je trouve, résume assez bien la façon dont on l'aborde aujourd'hui. Il y a un passage qui dit aujourd'hui que les usages et les services du New Space doivent profiter pleinement aux armées,
en complément des équipements qui sont déjà détenus ou programmés. Et que toutes les nouvelles potentialités du New Space doivent être explorées résolument. Et que le modèle général que l'on entrevoit à horizon raisonnable laisse entrevoir la coexistence entre les méthodes et les technologies du New Space et celles qui ont porté le spatial jusqu'à présent, et qu'il s'agit donc pour nous de capitaliser sur le meilleur de ces deux approches. Et voilà, je trouve que ce passage résume assez bien la façon dont on l'aborde aujourd'hui. Il y a deux idées qui sont essentielles un peu dans ce que je viens de citer. La première partie, c'est un peu le mot service. Les services et usage du New Space, parce que le New Space, c'est quand même souvent aujourd'hui un nouveau modèle d'affaires qui nous amène, nous, institutionnels, à le penser autrement. Jusqu'ici, on a quand même eu une logique d'approche assez patrimoniale du spatial. On achetait des satellites, on achetait des capacités. Et aujourd'hui, ce que nous permet le New Space, c'est d'entrevoir ça de manière un peu différente, de se dire, je ne suis plus nécessairement détenteur d'une capacité, mais je peux recourir à des opérateurs privés qui proposent une capacité sur le marché. Ça, donc, on parlait un peu de concret, c'est quand même, ça a déjà commencé à être mis en œuvre au sein du ministère des Armées, parce que pour la première fois, après la stratégie spatiale de défense, on a commencé à prévoir des flux financiers pour qu'un utilisateur opérationnel, en l'occurrence le commandement de l'espace, puisse acheter du service sur le marché commercial. Alors aujourd'hui, ça a commencé notamment dans le domaine de la surveillance de l'espace, parce que c'est sa mission première et c'est celle sur laquelle il a été créé, mais l'idée est bien de pérenniser ça à l'avenir. Et la deuxième idée derrière ça, c'est, on va dire, le fait aujourd'hui de considérer cet écosystème New Space en complément d'un écosystème traditionnel et de se dire que dans la façon dont on va aborder nos programmes dans le futur, eh bien, on va s'adresser à un panel élargi. Le spatial, c'est plus seulement les acteurs traditionnels qu'on a connus depuis 20 ou 30 ans, mais c'est vraiment de considérer dans notre champ des possibles des solutions apportées par des acteurs émergents qui peuvent amener de la capacité opérationnelle. Et aujourd'hui, on le considère vraiment comme ça. On considère que ces nouvelles solutions, ça peut être une réponse à un besoin opérationnel et qui n'est plus seulement réservé aux anciens acteurs du domaine. Et voilà. Et donc, si je veux étendre un peu sur le plan national, l'idée du ministère des Armées aujourd'hui, c'est de pouvoir tirer parti, de soutenir cet écosystème dans la mesure de ce qu'il peut faire, mais ça a été amplifié au plan national français avec l'annonce en fin d'année dernière du plan d'investissement France 2030. Et donc avec une thématique parmi les 10 thématiques de ce plan qui prévoit de consacrer aujourd'hui un montant significatif, hein, puisqu'on parle d'1,5 milliard pour le spatial sur les 5 prochaines années. Alors là, on n'est plus seulement dans la logique de tirer parti de l'opportunité, mais c'est vraiment de soutenir et de permettre que ces opportunités émergent sur le territoire français. Le but de ce plan, c'est vraiment de positionner les acteurs sur les marchés émergents de demain dans le spatial, dont on a des représentants aujourd'hui. Et donc évidemment, une démarche là qui est endossée au plan national, soutenue par le ministère des Armées, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais l'espace a toujours été et toujours un milieu extrêmement dual, et finalement, à chaque fois que des choses se font sur le marché civil, ça peut profiter à la défense et inversement. Merci Jean-Baptiste. Donc maintenant Géraldine de l'Agence spatiale européenne va nous parler des mesures prises et annoncées à la fois par l'ESA et par l'Union européenne. Oui, alors effectivement, juste quelques secondes d'intro. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse maintenant à ça, à l'ESA ? Je crois qu'on a un constat très clair que tout le monde peut faire, c'est que l'Europe représente à peu près 15% du financement public du spatial dans le monde, mais si on regarde les investissements privés dans le spatial dans le monde, là, l'Europe n'est plus qu'à 5%. Et plus inquiétant encore, la croissance du financement privé dans le spatial en Europe est beaucoup plus lente que dans le reste du monde. Donc c'est très inquiétant
pour nous, parce qu'on croit, l'ESA, je pense le CNES, la DGA et toutes les, je dirais, et l'Union européenne, la Commission, nous pensons tous, je crois, que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à gagner à travailler avec les startups, le New Space, pour l'innovation, pour le dynamisme. Alors, cela étant dit, à l'ESA, on n'a pas commencé à s'intéresser à l'espace commercial avec le New Space, il faut bien le dire. On a déjà beaucoup de programmes dans les télécommunications qui se font en partenariat avec l'industrie et qui sont évidemment directement commerciales, enfin qui visent des marchés commerciaux. On a aussi maintenant dans l'observation de la Terre des programmes comme InCube, dans les lanceurs avec Boost. Donc on a certains programmes. Ce qui nous manque, c'est une approche cohérente. C'est un peu plus de visibilité et puis c'est aussi un soutien global aux startups, en particulier pour les nouveaux marchés. Parce qu'en effet, je pense que les 3 startups qui sont là, d'ailleurs, représentent en effet des nouveaux marchés. On n'est pas dans des marchés traditionnels du spatial. Et ça n'est pas très bien encore pris en compte à l'ESA, qui est encore organisé selon une approche de secteur et de discipline traditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Déjà, on a identifié ça comme une priorité. On a mis en place une direction dédiée à la commercialisation ainsi qu'à l'industrie et au contrat. Et c'est intéressant d'avoir mis la commercialisation avec industrie et contrat. Ça prouve le lien entre les deux. Et puis, on a d'ores et déjà des activités. On a par exemple un réseau de centres d'incubation, les Business Incubation Centers. On a 25 centres d'incubation en Europe sur 80 sites et qui ont déjà incubé environ 1200 startups. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des activités relatives au transfert de technologie et à la protection de la propriété intellectuelle. Parce que souvent, la richesse d'une start-up, c'est avant tout ses idées. Et il faut les protéger. Et je sais qu'on a eu beaucoup de conversations à ce niveau-là avec Exotrail. C'est clair que c'est notre devoir de protéger les idées des start-up. Ensuite, on a un bureau pour les PME, on a un certain nombre de mesures prises pour les PME, et les startups sont des PME, évidemment, donc avec des facilités de paiement, avec des mesures plus dédiées pour pour passer des contrats de manière plus légère et plus rapide. On a aussi ce qu'on appelle la gateway commercialisation, donc l'idée étant d'aider à toutes ces startups et toutes ces PME à naviguer plus facilement entre les programmes de l'ESA, entre les directions de l'ESA, parce que c'est souvent très complexe d'accéder aux programmes de l'ESA, donc on a un helpdesk pour cela. Et enfin, comme l'a dit Jean-Jacques, il faut que je vous dise quelques mots évidemment de notre partenaire de l'Union européenne et de la Commission européenne. On soutient l'initiative Cassini, la grande initiative dédiée au New Space à l'Union européenne, avec un partenariat avec le Fonds européen d'investissement. On les aide à mettre en place des hackathons, de ce qu'on appelle les grands challenges, des grands prix, et aussi à faire du matchmaking. On fait je ne sais pas si ça se dit, le Tinder des entreprises pour faire connaître entre elles les PME, les startups, mais aussi les maîtres d'œuvre. Et puis un dernier point que j'ajoute, c'est qu'on a démarré dès maintenant, on a pris un peu d'avance sur ce qu'on va mettre en place d'ici quelques mois. On a démarré la mise en place de partenariats avec des investisseurs. On a déjà signé 8 accords de partenariat, on en a 6 dans le pipeline, et on a déjà présenté 15 dossiers de start-up à ces investisseurs. Donc, on avance assez rapidement puisqu'il est clair que l'un des gros problèmes du New Space en Europe, c'est l'accès au financement privé. Voilà. Merci Géraldine. Donc, voilà ce que les institutions font. On viendra à ce qu'elles feront après. Et maintenant, je vais passer la parole aux startups pour qu'elles nous disent quels sont les impacts concret de tout ce que viennent de dire Jean-Baptiste et Géraldine. Donc on va commencer par Exotrail. Et donc David, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors je t'ai piqué ton micro, cela dit, mais merci beaucoup Jean-Jacques. Alors déjà les excuses de Jean-Luc, mon associé, qui devait venir et qui a eu le Covid hier soir. Donc nous, alors c'est sympa parce que j'étais venu il y a 1 an pour une table ronde avec toi d'ailleurs Jean-Jacques, et il y a 1 an le message que
que je passais, qu'on passait, c'était de faire plus appel aux startups, aux nouvelles entreprises du spatial, pour leur confier des contrats opérationnels, c'est-à-dire des contrats un peu de la vraie vie, quoi, pas juste des subventions pour développer des technologies. Et donc c'est le message qu'on a passé. On avait créé quelques mois avant, avec notamment Clément d'Unseen Labs, une espèce de club pour pousser ces messages-là avec les autres, certaines autres startups un peu avancées du New Space en France. Et un an après, en fait, moi j'ai un discours un peu différent parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on avait recommandées, qui ont été prises en compte. Donc faut les continuer, les amplifier, mais elles ont des vrais impacts concrets. Il y a 4 éléments principaux. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives privées, des nouveaux fonds, le fonds expansion par exemple, des accélérateurs comme Blast, Space Founders, etc. Donc qui permettent de nourrir un peu les cohortes des startups dans 3, 4, 5, 6 ans. Donc ça c'est un premier point qui est très important. Club qui était complètement non officiel et qui était juste là pour assembler les énergies où elles étaient, etc., est devenu officiel puisqu'on a reçu le mandat, et je laisserai, je pense, Clément en parler un petit peu puisqu'il en fait partie, mais un mandat de représentation des nouvelles entreprises du spatial au sein du COSPAS. Donc le COSPAS, c'est un comité interministériel. La voix de l'industrie était représentée uniquement par un groupement qui était le GIFAS, et désormais les nouvelles entreprises du spatial, donc 7 d'entre elles, dont notamment Unseen Labs et Exotrail, ont une voix de représentation. Donc ça, c'est un deuxième élément majeur où on a été entendu, et ça a des impacts concrets que je pense Clément pourra évoquer un petit peu. Le troisième élément, bien sûr, c'est l'appel, enfin le financement de ces nouvelles sociétés-là et le mode de financement. Donc il y a France 2030, comme le disait Jean-Baptiste, pas que. Je pense qu'Exotrail est un bon exemple de société. On a réussi depuis quelques mois à travailler vraiment main dans la main avec la DGA, avec l'AID. Maintenant, en plus, j'ai le droit d'en parler parce que la plupart, pas tous, mais ont été annoncés. Et donc, dans les deux cas, que ce soit France 2030 ou l'AID, la DGA, on a ce double mode subvention-contrat qui est plus performant, à mon sens, que le mode unique était un mode essentiellement de subvention, c'est-à-dire on faisait confiance aux startups pour essentiellement bien dépenser l'argent public en termes d'innovation. Maintenant, on continue à faire ça, mais on leur fait également confiance pour bien utiliser l'argent public, pour répondre à des besoins opérationnels, donc que ce soit des forces ou de l'Agence spatiale française, etc. Et donc nous c'est un bon exemple typiquement avec un contrat. Alors on a, alors ça a priori pas encore annoncé, mais un soutien en subvention sur notre activité logicielle par exemple, et également un contrat tout à fait opérationnel passé par le commandement de l'espace via l'agence Innovation Défense pour développer des solutions logicielles de maîtrise d'environnement spatial. Donc c'est des contrats importants et opérationnels. Et puis bien sûr France 2030 qui est la nouveauté, alors qui a été décidée il y a un an et puis qui commence à se mettre en place avec des appels à projets, où on a envoyé vendredi, nous typiquement Exotrail dernier, une offre dans un des appels d'offres de France 2030 sur les dispensers motorisés, donc des services de déploiement entre une orbite de lancement et une orbite opérationnelle, sous forme de contrat. C'est-à-dire qu'à la fin, on a des missions. Si on n'arrive pas à faire les missions, on n'a pas la mission d'après. On n'est pas payé complètement. Si on y arrive, du coup, tant mieux parce qu'on candidate à la mission d'après. On doit vraiment transporter des vrais satellites sur des vraies orbites. C'est du contrat, et donc on peut, et ça a un impact concret, faire de l'effet de levier sur ces contrats grâce à des investisseurs privés. Donc ça, c'est une évolution radicale par rapport à il y a un an. Et puis enfin, je pense que le dernier point, c'est ça commence un peu à s'aimer au niveau européen. Donc nous, on a eu à cœur de aussi porter les mêmes messages au niveau européen, avec la création, il y a environ un an aussi, du syndicat YES, pour Young European Enterprise Syndicate for Space. C'est bon. Et en fait, grâce à ce syndicat, on peut pousser ces mêmes messages au niveau européen. Et là, la boucle est grâce notamment à Géraldine, avec lequel on a pu créer ce canal d'échange pour pouvoir pousser ce sujet-là, qui ont été poussés par Géraldine et globalement la direction de l'ESA au niveau DG, avec la création d'un canal de discussion officiel sur ces sujets-là entre les startups et la direction générale de l'ESA. Donc voilà, du coup très content. Alors il ne faut pas s'arrêter évidemment, sinon voilà. Mais faut continuer et beaucoup d'évolutions très concrètes de part et d'autre en un an.
Merci David. On viendra sur la suite parce que même si vous êtes content, il y a toujours moyen d'être plus content. Donc je vais passer maintenant la parole à Louis qui lui a un projet d'abord un peu plus récent. Lui c'est vraiment le new space et dans un domaine un peu différent. Mais je laisse Louis dire ce qu'il fait. Merci beaucoup Jean-Jacques et bonjour à tous. C'est la première intervention publique que Gamma fait de manière un petit peu officielle. Donc comme Jean-Jacques l'expliquait, notre start-up est très récente. Elle a quelques mois, elle a une quinzaine de mois seulement. Nous on a voulu faire quelque chose qui aujourd'hui est pas trop regardé dans le domaine du New Space. En tout cas on avait l'impression qu'il y avait énormément de choses à faire sur ce domaine. C'était plutôt de partir vers l'exploration spatiale et vers le Deep Space. Aujourd'hui en fait la majeure partie des activités spatiales se passe en orbite basse, que ce soit pour du servicing en orbite ou que ce soit pour d'observation de la Terre ou différents types de services dont on a déjà beaucoup parlé pour des services terrestres. Mais depuis l'espace, on a voulu partir dans l'espace vraiment loin puisqu'on est arrivé à la conclusion que le New Space était autour de la Terre mais pas encore assez loin dans le Deep Space et que pour partir par exemple vers Mars, vers Vénus, vers un astéroïde pour faire de la météorologie de l'espace, etc. et tout ce type de mission, il fallait encore énormément de surface financière, il fallait des centaines de millions de dollars, parfois des milliards de dollars. Donc l'idée c'était comment est-ce qu'on pouvait révolutionner l'accès aux distances les plus lointaines du système solaire. Et pour ça on a proposé une technologie qui est une technologie dont vous avez tous plus ou moins déjà entendu parler, qui est beaucoup regardée dans les universités, dans les stages étudiants. Et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on arriverait à pousser cette technologie à un niveau plus industriel, avec une chaîne où on verticaliserait la fabrication de nos satellites et de notre type de propulsion. Donc nous on fabrique chez Gamma des voiles solaires. C'est un type de propulsion qui vient réfléchir la lumière et on se sert de la pression radiative pour pousser nos charges utiles d'un point A à un point B. Donc on est mis à poste à une certaine altitude, on déploie notre voile solaire et ensuite, avec l'orbitographie, avec la mécanique céleste, avec la pression radiative, on arrive à se déplacer dans le système solaire. Là où c'est un petit peu différent par rapport à ExoTrail par exemple ou Unseenlabs, c'est qu'on est vraiment sur un segment de l'activité qui aujourd'hui peut regarder. Et d'ailleurs c'est l'une des problématiques auxquelles on est confronté en tant que start-up. C'est que quand on parle à différents investisseurs qui comprennent un petit peu le marché du spatial mais pas assez, ils nous demandent quels seront vos clients. Et nous on rappelle souvent que la plupart des clients aujourd'hui des entreprises privées, même en orbite basse, restent des gouvernements, des États, des agences de défense, des agences de renseignement. Et on essaie de faire passer le message qu'il y a un marché aussi pour l'exploration spatiale. Et de la même manière qu'aujourd'hui les agences et les institutions délèguent à des entreprises privées les services en orbite basse, nous pensons qu'à terme, dans 5, 10, 15 ans, les agences, les institutions, les gouvernements délègueront à des entreprises privées des missions d'exploration spatiale. La NASA le fait aujourd'hui de plus en plus, notamment avec des sociétés comme Rocket Lab qui est en train de fabriquer un module qui s'appelle Photon et qui va partir vers Vénus pour faire de l'exploration vénusienne. Elle le fait avec d'autres boîtes, des sous-systémiers, des gens qu'on connaît un petit peu mais qu'on ne connaît pas forcément. Ce ne sont pas les big heads du New Space, des gens comme Blue Canyon, des gens comme Sinclair Technologies, etc. Donc aujourd'hui on est en train d'assister vraiment à un renouveau dans le New Space, pas que en orbite basse, mais aussi en deep space. Et c'est là où nous, Gamma, on essaie de se positionner. On est une jeune entreprise, comme je vous le disais, on a une quinzaine de mois, on est une quinzaine de personnes, on est en région parisienne. En termes de financement, on a eu la chance d'être accompagné par les institutions, en particulier par le CNES, par la BPI, via de l'argent et via de la subvention publique, ce qui a été super intéressant pour nous. Et ce dont on s'est rendu compte à ce stade, puisqu'on vient de terminer seulement notre pre-seed, où on a levé 2 millions d'euros pour le pre-seed, ce dont on se rend compte et l'intuition qu'on a, c'est qu'en Europe aujourd'hui, en particulier en France, pour tout ce qui est pre-seed, seed, il y a énormément de fonds. Mais à partir du moment où on passe en série A ou à partir du moment où on veut vraiment scaler et industrialiser la société, ça va devenir un petit peu plus complexe. Donc c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'est pas trop confrontés à ça, mais on est en train de se poser la question de savoir si pour une série A, on pourrait par exemple partir aux États-Unis. Et enfin, je rajouterai par rapport à l'accompagnement en France, je tiens à remercier le CNES, je ne sais pas s'il y a des représentants du CNES ici, parce que le CNES a mis en place vraiment un accompagnement des startups sur énormément d'aspects qui nous est pour nous crucial. Premièrement, c'est vraiment du conseil informel et régulier, c'est de la revue de phase. C'est de l'accompagnement, par exemple, vraiment structurel. On a besoin de grandes salles blanches. Vous imaginez bien qu'une voile solaire, c'est, par exemple, stocké dans un CubeSat 6U. On envoie notre première voile solaire là au mois d'octobre. C'est un CubeSat 6U qui va déployer à peu près 100 mètres carrés de voile solaire. Donc c'est très très grand. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir préparer cette voile solaire et l'intégrer avant son vol en orbite? Ça, le CNES est présent et nous accompagne sur ces différents sujets-là. De l'argent, du conseil, encore une fois, qui est formel ou informel.
Et la dernière petite partie de ma présentation, ce sur quoi je voudrais vraiment appuyer, c'est que il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités pour des missions de démonstration, notamment en orbite basse et des missions d'IoT et tout type de missions qui vont venir permettre à des technologies de mûrir. On aimerait bien voir la même chose un peu plus loin dans l'exploration spatiale. On aimerait créer un climat de confiance avec les acteurs institutionnels pour pouvoir faire des missions un peu plus ambitieuses. Par exemple, pour pouvoir réaliser une mission française d'exploration de Vénus ou une mission française qui partirait vers un astéroïde. Le SLS va bientôt partir, je l'espère. On attend tous un petit peu le décollage de cette fusée, je l'espère, le plus rapidement possible. 12 CubeSat ou 11, je crois, maintenant sont dans cette fusée et vont partir faire du CubeSat interplanétaire. Donc on pense qu'il y a un marché aussi pour ce type de nanosatellite et ce type d'initiative. Et c'est, je pense, chez Gamma aujourd'hui, ce qu'on demande le plus au pouvoir public, à l'ESA, au CNES et à tout type d'acteurs, c'est aidez-nous à partir en deep space et à collaborer sur ce type de mission. Merci Louis. Bon, on reviendra là-dessus dans la partie justement qui concerne le futur et vos attentes. Je vais passer la parole à Clément maintenant de Unseen Lab et il a beaucoup aussi d'éléments concrets à nous exposer. Voilà. Merci Jean-Jacques. Oui, alors déjà Unseen Labs, juste un petit point, nous on a un opérateur satellite, un jeune opérateur satellite créé en 2015, spécialisé dans l'interception de signaux radio depuis l'espace. Pour faire simple, on déploie des antennes dans l'espace, en orbite basse, et ça nous permet d'intercepter des signaux radio, les localiser les émetteurs, et d'en déduire un certain nombre d'informations sur ces émetteurs. Alors aujourd'hui, on a 7 satellites, avec un service opérationnel depuis 3 ans et demi, dédié à la surveillance maritime. En gros, on voit la totalité des bateaux, qui le veuillent ou pas. Bon, je caricaturise, je vais très vite. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début, créé en 2015, on rentrait vraiment dans aucune case. Ça rejoint ce que disait Jean-Baptiste, je pense, au début. Nous, on arrivait avec une volonté d'offrir un service, à la fois aux forces, mais pas que, un vrai service dual. On a des clients civils, on a des clients militaires. Et on était un peu pris comme des extraterrestres parce que les gens ne savaient pas par quel bout nous prendre, parce que ce qu'on proposait ne rentrait dans aucune case de l'administration française. C'était un peu complexe au début. Alors on a vraiment profité par contre des conseils de la DGA, de la Marine, de différentes forces pour structurer le service, structurer les besoins, structurer notre offre. Par contre en termes de financement c'était hyper compliqué. Est arrivé assez vite, on parle de concret. Quelque chose de très concret, c'est le fonds d'investissement DefInvest, créé par la DGA et BPI France, qui a été notre premier investisseur au moment où on avait besoin de lever des fonds assez vite et d'une manière assez significative. On parle quand même de lancer des satellites dans l'espace, des petits, mais ça reste assez cher. Voilà, un premier truc concret, c'est 2017, création de DefInvest. On a été le premier ou le deuxième de leur portefeuille, et c'est ça qui nous a permis d'aller très vite dans l'orbite et très vite démontrer le service. Ensuite, il y a eu, on est rentré dans les ABIC. Donc c'est pareil, c'est du conseil, c'est beaucoup de conseils, on rencontre des gens, on nous explique un petit peu la vie, parce que des fois on est un peu focalisé sur nos services et nos problématiques, et on voit pas forcément tout ce qui est autour de nous. Et enfin, l'AID, la création de l'AID quelques années plus tard, où aujourd'hui on a la chance d'avoir un beau projet AID, le projet Keronos, qui fait de la démonstration opérationnelle d'un nouveau type de télécom. Alors c'est du laser, tout le monde nous dit, le laser ça existe déjà, oui, mais on le fait un peu différemment, on pourra en parler autrement, mais voilà, encore une fois, c'est une confiance de l'État qui met de l'argent pour qu'on fasse un démonstrateur. C'est pas du papier, c'est pas des slides, c'est un satellite qui part et qui va démontrer une technologie. Donc ça on a vu, c'est arrivé de manière incrémentale au cours des 7 dernières années. Et au final, même si pour nous c'est jamais assez rapide, ça a été quand même assez rapide. Quand on voit la création de DefInvest 2017, 2 ans après notre création, voilà, nous on trépignait, mais en fait c'est hyper rapide. Donc les choses bougent, les choses avancent. Côté Commission européenne et ESA, je pense qu'on peut en parler, il y a aussi un projet hyper structurant qui a été lancé l'année dernière, c'est la constellation de connectivité sécurisée. L'ESA, je pense, est la première organisme, enfin l'ESA, la commission, était la première administration un peu au monde à, je pense, confier une étude ou 2 études à des consortiums de sociétés émergentes, donc dites New Space. Donc Unseen Labs, on a la chance de diriger un des 2 consortiums qui a été sélectionné par la commission pour répondre. Donc on dirige 22 sociétés, on travaille avec 22 sociétés, on co-dirige avec Euroconsult, donc notamment Exotrail, et voilà, donc on est en train de finaliser la copie, mais déjà, la confiance, la commission investit de l'argent, investit du temps pour
demander aux nouveaux acteurs comment ils pourraient résoudre certaines problématiques qui jusqu'alors n'étaient accessibles qu'aux très grands systémiers européens. Donc ça aussi, c'est une vraie marque de confiance, une vraie marque d'intérêt, et pour nous, c'est gratifiant, et ça pousse tout l'écosystème en avant, et ça permet de travailler sur des sujets concrets, un peu ambitieux, et d'imaginer l'avenir. Et juste pour terminer, parce que le temps file, hein, comme disait David, France 2030, le COSPAS, tout ça a beaucoup bougé depuis quelques mois. Et c'est vrai que pareil, le fait d'ouvrir le COSPAS avec des postes physiques présentiels, donc le COSPAS, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'organisation, enfin comment on pourrait dire ça, c'est le comité spatial français, donc ça regroupe les institutions, les acteurs privés, et là il y a 2 postes physiques maintenant pour les acteurs émergents, c'est-à-dire qu'on participe aux réunions, on a notre mot à dire, on est écouté, et ça aussi pareil, ça va dans le bon sens. Et ça adossé à France 2030, alors qui viendra peut-être un peu plus tard, il y a certains sujets très concrets de France 2030, mais tout n'est pas encore concret, où on a l'impression que les messages qu'on martèle depuis des années, de la commande publique, de l'opérationnel, de la rapidité, tout ça fait partie du package France 2030. Donc on rejoindra la deuxième partie de ton intervention, Jean-Jacques, où c'est le futur, c'est qu'est-ce qu'on va attendre maintenant, c'est d'accélérer sur ces choses-là, mais au moins les mots sont là, les intentions sont là, donc il n'y a plus qu'à faire. Merci, merci Clément. Donc voilà la première partie telle qu'on voulait vous la présenter, donc ce que font les institutions et quels sont les impacts concrets sur les startups. J'allais dire, par rapport aux sessions que j'ai animées les années précédentes, je peux vous dire qu'il y a un sacré changement. Il y a beaucoup plus... les startups ont maintenant l'impression de faire partie de la même famille que les institutions. Je ne voudrais pas caricaturer en disant que dans tout ce que vous avez entendu jusque-là, il y avait pratiquement de l'amour entre les institutions et les startups. Donc c'est bien, c'est un résultat remarquable. Enfin, comme l'a dit David, dans les sessions des années précédentes, c'était pas encore tout à fait le cas. Bon, maintenant, quel est le futur? Parce que là aussi, ceux qui m'écoutent régulièrement savent que j'ai toujours dit que l'intérêt mutuel était beaucoup plus durable que l'amour. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut bâtir des relations durable entre les institutions et les startups, qui ne resteront pas d'ailleurs pour la plupart d'entre elles des startups. Et donc, comment on peut aller plus loin? Donc, il y a des échéances qui arrivent. Jean-Baptiste a parlé des 5 ans de mise en œuvre de France 2030. Donc, il y a un certain nombre d'échéances qui sont à venir. Côté ESA, il y a le conseil au niveau ministériel de 2022, où il va y avoir, je pense, un certain nombre de décisions importantes à venir. Et puis, comme l'a dit Clément, la constellation de connectivité sécurisée, c'est un élément majeur qui est à cheval sur l'Union européenne, l'ESA et aussi les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'échéances à venir. Et ce que j'aimerais maintenant entendre, et là, je voudrais que ça soit des échanges entre les deux parties, institutions et start-up. Comment voyez-vous l'avenir et comment l'année prochaine on pourra avoir des start-up encore plus contentes que cette année, parce que ils seront sur une trajectoire durable. Comme l'a dit Louis, bon, le départ est difficile, mais la croissance est encore plus difficile. Donc voilà, là, à vous. Je ne sais pas qui commence. Oui. Prenons le même ordre, mais encore une fois, maintenant, la discussion est libre et n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir. Moi d'ailleurs, maintenant, je me tais, définitivement. Oui, non, je veux bien commencer. Enfin, pour moi, le principal défi des années qui viennent, c'est justement d'arriver à intégrer aujourd'hui les solutions que propose l'écosystème New Space
dans des capacités qui sont vraiment opérationnelles. On est encore beaucoup aujourd'hui, et y compris au ministère des Armées, on est dans un potentiel d'exploration, d'innovation, on fait des démonstrations en orbite, on teste le potentiel de nouveaux usages parce que les solutions qui sont apportées permettent de faire ça finalement à assez moindre coût, assez facilement, alors que c'était inaccessible il y a quelques années. Et ça, c'est déjà très intéressant. Après, c'est la fameuse problématique de ce qu'on dénomme généralement sous le terme passage à l'échelle, c'est comment on fait en sorte que tout ça soit pérenne dans le temps, avec toujours un peu... nous, en tout cas, côté ministère des Armées, on a une certaine ambiguïté vis-à-vis de ça, parce qu'on est très content finalement de stimuler cette innovation, de voir qu'il y a des solutions nouvelles qui émergent. Et d'un autre côté, on est assez prudent sur le fait qu'on ne veut pas se retrouver seul client institutionnel à apporter ces innovations. Et donc, il y a un enjeu assez fort que finalement toutes les entreprises qui proposent ces solutions innovantes trouvent leur place sur un marché, qu'elles puissent diversifier leur portefeuille, qu'elles ne soient pas dépendantes que d'un seul client, qui soit de la défense ou d'un autre d'ailleurs. Et c'est toute la base du plan France 2030 qui est engagé au plan national. Henri a utilisé le terme. Le but, c'est bien de faire effet de levier. C'est effet de levier, c'est d'agir en tant que client d'ancrage, de dérisquer de la technologie qui pourrait pas être financée autrement, mais dans une perspective derrière de pouvoir adresser des marchés, des futurs marchés ou des besoins institutionnels de façon pérenne. Et voilà, pour moi, c'est au-delà, on va dire, de cette phase d'amorçage qu'on vit, qu'on soutient depuis quelques années. L'enjeu pour moi sur les prochaines années, c'est d'arriver un peu à ce passage à l'échelle pérenne. D'accord. Alors, Je ne Clément. peux que être d'accord avec Jean-Baptiste. Nous, notre cas, c'est vrai qu'avec la DGA, avec la marine, on a démontré que le service qu'on produisait était opérationnel, important pour les marins, et utilisé au maximum de leur capacité financière, en fait, c'est vraiment ça. Et vraiment, oui, la complexité, et c'est vraiment ce passage à l'échelle, qui nous permettra de nous structurer aussi. C'est du contrat, c'est de l'argent qui va nous permettre de lever l'argent privé auprès de fonds, hein, comme le disait David tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est aussi de démontrer que, nous, on veut pas créer une boîte qui dépend des budgets militaires de la France, quoi. C'est malsain, ça va pas durer longtemps, et puis ce sera un mauvais exemple pour tout le monde. Donc en fait, nous, notre cas, c'est qu'on démontre aussi qu'on a d'autres clients que la France, et pas que étatiques, donc du pur privé, du transnational, d'autres continents, et c'est aussi ça qui peut motiver, et je pense que c'est nécessaire pour motiver aussi l'administration française à accélérer sur deux sujets. Et c'est un ensemble, on bosse ensemble, il y a encore des choses à faire. Et voilà. Et puis, on peut aussi ramener l'expérience qu'on peut avoir à l'étranger. On a des contrats aujourd'hui à l'étranger qui se passent plus vite qu'en France parce que des choses sont déjà en place ou pas. Enfin, c'est un échange, je pense, qui doit permettre de nourrir les uns les autres, qui doit aussi profiter un peu à tout le monde. Je sais pas si David, tu as une... Ok. Ouais, Attends, je voudrais Désolé. juste une avarie. J'ai dit que je ne parlerai plus, mais bon, je ne tiens jamais mes promesses. Il y a un mot que je n'ai toujours pas entendu dans ce que vous avez dit et dans les échanges qui commencent. Et c'est un mot qui me semble important. C'est le mot risque, qui est lié aussi à un autre mot qui est la confiance. C'est-à-dire, c'est pas si facile que ça pour les institutions de prendre le risque d'utiliser des startups. Et inversement, les startups prennent beaucoup de risques. Et donc, j'aimerais que ces deux mots, risque et confiance, apparaissent dans vos échanges parce que ça me semble important. Ouais, tout à fait. Ça marche, ça ? Ouais. Comme je dis assez souvent, pas prendre de risques, c'est très risqué. Et globalement, on peut le voir dans certains, dans le monde des lanceurs, par exemple, où si jamais on continue à pas prendre de risques, on risque, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de plus avoir d'accès à l'espace dans une dizaine d'années souverain pour la France et l'Europe. Donc le risque, c'est tout à fait relatif. Et là aussi, encore depuis un an, avec
nombreuses startups, des spin-offs comme Maya, etc. On a aussi franchise pas là. Mais donc nous, on est là pour ça fait un raisonnement en portefeuille, quoi. Quand vous prenez un fonds de capital risque, par exemple, il investit dans 10 boîtes, dans 5, elles vont se planter et ils vont pas retirer d'argent. 3-4, ils vont retirer 1 ou 2 fois leur argent, et puis une, elle va faire x10. Okay. Et donc du coup, elles investissent dans toutes les boîtes, évidemment, comme si on allait faire x10. D'accord. Donc du coup, individuellement, ils prennent des risques. Si jamais, en revanche, ces fonds d'investissement refusaient de prendre ces risques-là par peur de l'échec individuel, alors leur stratégie globale serait extrêmement risquée. Donc je pense qu'il faut prendre la notion de qu'est-ce que c'est que le risque et qu'est-ce qui se passe si on n'en prend pas à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que, et nous c'est ça qu'on pousse, c'est qu'en fait le coût est largement plus important. Donc nous c'est à ça qu'on sert, c'est parce qu'on a la capacité, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on a des investissements privés qui sont capables de prendre ce risque-là, d'aider un peu dans cette démarche-là. Donc voilà, je pense que c'est ça, il faut avancer. Aujourd'hui, on est dans la bonne voie. On a des opérateurs du CDE qui utilisent des logiciels Exotrail pour se former aux opérations. On a des bateaux de la marine qui utilisent les services d'Unseen Labs pour faire de la levée d'alerte, etc. On continuera si dans 5 ans on peut avoir par exemple le CNES ou l'ESA qui confie une mission d'exploration spatiale à Gamma, pas forcément parce que Gamma est une start-up, parce que Gamma propose un service qui amène les performances dont on a besoin au bon coût aux institutions. Donc rapport à l'intérêt mutuel versus l'amour, nous j'ai toujours poussé ça, qu'il y a pas mal de discussions auxquelles je participais il y a 1, 2, 3 ans avec plein d'autres startups /PME en Europe où beaucoup de gens quand même se plaignaient, quoi, c'est-à-dire sur un mode on veut de l'argent, etc. Et bon, alors oui, ok, mais nous ce qu'on a toujours poussé c'est de dire bah oui mais en fait rendez-nous service à nous, ok, mais rendez-vous aussi service à vous, c'est-à-dire qu'en fait nous on a la conviction forte qu'on utilise bien l'argent public. Ça ne veut pas dire que 100% du temps ça va marcher, mais ça veut dire qu'au global, parce qu'on est capable de prendre ce risque-là, à la fin, le contribuable en sera gagnant parce que vous aurez des solutions performantes, innovantes, plus rapidement et à un meilleur coût. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les exemples que j'ai cités là, sur les bateaux, les opérateurs du CTE, etc., soient plus juste des exemples, mais que ce soit un peu la règle, quoi. Et qu'en fait, petit à petit, aujourd'hui, on est dans un mode un peu discrimination positive, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'on est une start-up, on a conscience que là, depuis 6 mois, 12 mois, c'est dans les appels d'offres, etc., plutôt une valeur ajoutée. Moi, je rêve un peu d'un monde où, en fait, on s'en fout que je sois une start-up ou un grand groupe. Juste la meilleure solution au meilleur coût, et donc c'est pour ça que je gagne. Et ça doit être un peu de North Star à viser, quoi. Oui, alors là-dessus, je te répondrai, David, qu'à l'heure actuelle, les contrats, en tout cas tels que passés à l'ESA, ne permettent pas totalement la concurrence égale entre les grands groupes et les startups. Parce que, par exemple, on a des critères relatifs à l'expérience et au fait qu'on a déjà fait ça, qui évidemment disqualifie d'office les startups, du moins dans les contrats autres que contrats techno. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Et moi, je suis convaincu de ça, c'est qu'on doit changer ça. Alors, nous, comme l'a dit Jean-Jacques, on a une ministérielle en novembre 2022. On va proposer à nos ministres, outre la continuation d'activités commerciales dans les programmes existants, un programme dédié à la commercialisation qui s'appelle Scale Up. Donc le nom dit assez bien ce qu'on veut faire. Et il y a 3 ingrédients. D'abord, c'est le cerveau, le talent, l'innovation, investir dans l'innovation. Bon, on a les BIC, on veut mettre en place aussi un réseau d'accélérateurs et aussi ce qu'on appelle des Philabs, parce que ce qu'on a identifié, c'est que souvent, il n'y a pas suffisamment d'échanges entre le monde académique et le monde industriel, qu'ils soient les grands industriels ou les startups. Donc, on voudrait encore plus rapprocher le monde académique et le monde industriel. Donc, investir dans l'innovation. Deuxième point, l'investissement. On a parlé de tickets. Louis se demande où est-ce qu'il va pouvoir aller chercher de l'argent. J'espère que dans un an, il n'aura plus cette question à se poser, parce que nous, on vise des tickets de 10 millions d'euros et plus, par des partenariats avec des investisseurs qui ne sont pas seulement des investisseurs spatiaux, qui sont aussi des investisseurs défense, aviation, des investisseurs généralistes. Sinon, on n'arrivera jamais au ticket que vous désirez.
Et en parallèle aussi, on veut, disons, fournir un certain nombre de services, par exemple l'accès à la démonstration en orbite, l'accès aux moyens de l'ESA, etc. Et dernier point, et c'est là où on vient peut-être croiser ce que tu dis, c'est la vitesse. C'est le point où les agences, où les institutions sont le plus faibles. On n'est pas sur la même échelle de vitesse que les startups. On met plusieurs mois à passer des contrats. On n'est pas suffisamment agile, suffisamment réactif. Et c'est ça sur quoi on va travailler, parce que je suis convaincue que si on veut vous donner une chance, et je pense que c'est la seule façon de faire. Vous voulez des contrats, vous voulez pas des subventions. Donc si vous voulez des contrats où vous avez une chance réelle de gagner la compétition, il faut qu'on fasse évoluer nos processus de contrat, nos processus de politique industrielle, etc. Donc ça, c'est un point sur lequel on va travailler. Et parce qu'en plus, on n'a pas d'excuse à ne pas le faire, parce que ça, c'est interne. On doit le faire. Oui. Très rapidement, excuse-moi Jacques, je rajouterais juste, tout à l'heure on a parlé de risque et de confiance, dans la mesure où ça fait pas longtemps que nous on est dans le spatial, je peux me permettre de le dire parce que justement j'ai pas trop été dans ce milieu-là par le passé. Moi le troisième mot que je rajouterais c'est peut-être vision. J'ai du mal un peu à voir aujourd'hui en termes d'investissement, c'est ce que tu disais David par rapport à l'espèce de discrimination positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le financement start-up est fait parce qu'il faut faire du financement start-up, parce que d'un point de vue communicationnel c'est fort, parce que d'un point de vue de l'ère du temps, il y a une dimension, on finance les startups et on va chercher des services, mais il y a quand même toujours un petit peu les grandes entreprises qui sont là et qui raflent en fait les contrats importants, notamment dans l'exploration spatiale. Alors on est vraiment en amont actuellement de la phase de recherche, mais le mot que j'aurais voulu ajouter, c'est le mot vision sur le long terme. C'est vrai que j'ai du mal à voir quelle est la vision, alors là c'est vraiment une question plus générale, mais de l'Europe sur voilà l'investissement des startups dans l'aide aux grandes agences, dans la conquête de l'espace. C'est quelle est la vision qu'on va apporter, sur quel segment est-ce qu'on va décider d'investir plus que d'autres. Parce que j'ai l'impression pour l'instant qu'on arrose un petit peu dans tous les sens et qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une startup plus qu'une autre qui va émerger? Je pense qu'il faut peut-être qu'on ait un peu plus une vision sur des thématiques précises, et notamment dans le cadre de France 2030, ce serait bien de pouvoir voir, par exemple, un programme exploration, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives autour de la Lune, il y a de plus en plus d'initiatives en deep space, et nous, on pourrait, par exemple, en bénéficier. Alors là, je peux peut-être répondre en deux mots. C'est que justement, par exemple, nos centres d'incubation, au départ, ils étaient dans la direction techno, après ils étaient dans la direction des applications, maintenant ils sont dans une direction transversale, parce que notre analyse, c'est aussi que les startups, le New Space, maintenant touchent tous les secteurs. Sciences, exploration, lanceur, application, ça c'est connu. Mais maintenant aussi sciences et exploration. La vision, je crois que c'est pas une vision réservée aux startups. Les agences spatiales, en tout cas l'ESA, a une vision très claire de son futur à 2025, 2030 et plus. Et moi je crois qu'il faut pas opposer New Space et startup aux grands groupes établis. Il faut que tout le monde s'associe, que tout le monde puisse travailler ensemble. Il faut les deux. Et les deux dans cette vision qui apporte chacun, l'un sa force de frappe et son expérience acquise au fil de décennies, et l'autre la rapidité, l'innovation, le dynamisme. Donc je pense d'ailleurs, les grands groupes, j'en vois des représentants ici, utilisent l'approche New Space, déjà. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un bénéfice à travailler ensemble. Bon, merci Géraldine. Bon, alors... J'ai devant moi, j'ai un carton rouge, je vais bientôt me faire sortir du terrain. Bon, je vous avais dit qu'on vous ferait intervenir. Allez, une question et puis ensuite vous pourrez continuer la discussion en prenant le café. Mais est-ce qu'il y a une question urgente parmi vous? Non? Bon, bah donc ils ont comment? Ah oui, bah comme j'ai les trucs, allez-y. Bon, alors vite. Alors, rapidement, bon, enfin, la souveraineté, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'applique plus à des acteurs établis, grands groupes, qu'à des startups. Il n'y a pas de raison d'avoir des politiques différenciées là-dessus. Bon, par contre, le défi, ça a été un peu évoqué, c'est se dire aujourd'hui,
ça a été évoqué par Gamma, hein, les startups, on sait qu'elles ont du mal à se financer dès qu'elles passent une certaine phase, et donc à un moment, la tentation est assez grande de recourir à des sources de financement qui existent, notamment outre-Atlantique. Et donc on sait qu'intrinsèquement, c'est sûrement plus dur de garantir la souveraineté ab initio par une start-up qui se lance, et on sait que ça va être plus dur à entretenir dans la durée. Après, en termes d'exigence, voilà, enfin, moi je raisonne d'un point de vue ministère des Armées. On est toujours très attentif à ça, dans tout ce à quoi on requiert. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on veut avoir des approches 100% souveraines. C'est bien un peu d'ailleurs un de nos enjeux, c'est de se dire quel est le minimum de cœur que je dois maîtriser, où je dois être absolument souverain, et qu'est-ce que j'accepte finalement d'avoir en termes de capacités complémentaires, pas forcément complètement souveraine. On ne va pas forcément défendre la souveraineté partout à 100%, mais ça veut se dire qu'il faut être conscient des risques qu'on prend et de se dire la part de capacité non souveraine à laquelle j'accepte de recouvrir, potentiellement, je sais qu'un jour, elle peut tomber du jour au lendemain. On en a eu, je pense, l'exemple le plus criant au moment du conflit russo-ukrainien. Voilà, on n'avait pas de souveraineté sur nos lanceurs. Une de nos missions institutionnelles, qui est le lancement des satellites CSO, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à le stocker. On va attendre un petit moment que Ariane 6 soit prêt pour le lancer. Donc, c'est toujours 100% de souveraineté, c'est inatteignable. Il faut le faire avec parcimonie, et pour moi le niveau d'exigence n'a pas de raison d'être différent pour des startups. Bon, écoutez, malheureusement, je suis obligé d'arrêter. On pourra continuer à discuter en dehors. Bon, visiblement, ma conclusion, c'est qu'il faut qu'il y ait une session équivalente l'année prochaine, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter. Parce que, encore une fois, par rapport à l'année dernière, je pense qu'il y a eu de grands progrès. Et ça sera la première conclusion, mais la deuxième conclusion, s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, même si on est sur une bonne trajectoire, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et donc j'espère qu'on pourra avoir une session équivalente l'année prochaine. Voilà, je vous remercie, et puis excusez-moi de ne pas avoir contrôlé correctement le temps, mais je pourrais essayer de m'améliorer aussi. À bientôt, au revoir.